Donc on va engager cette première table ronde bien alignée. Donc on rentre d'ailleurs dans le vif, vraiment d'emblée dans le vif du sujet, puisque le thème, comme vous l'avez vu, est donc la SEPR dans la spécificité contextuelle de la région lyonnaise, avec différents regards, puisque donc Monsieur Dujardin va aborder la question des valeurs au regard donc d'un parcours historique. Ensuite, Madame donc Alitime Dubois va revenir sur, je dirais, l'ancrage monumental, on peut dire presque, finalement de la SEPR dans son environnement urbain, et pas qu'à Lyon, aussi dans d'autres localisations. Et là aussi, le poids de l'histoire joue fortement. Michel Weil donc essaiera de pointer un certain nombre d'enjeux qui, de son point de vue, se posent aujourd'hui dans le contexte lyonnais et donc plus spécifiquement à la SEPR, donc replaçant, je dirais, les systèmes à la fois de marge de manœuvre, de contraintes qui peuvent peser sur une institution de formation comme la SEPR. Et enfin, Madame Furlan va justement nous montrera comment la SEPR évolue, développe des projets dans son contexte à la fois local, régional et national. Donc, peut-être sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Dujardin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais reprendre en quelques minutes. C'est le protocole imposé ce matin, le parti pris adopté par tous. Une partie des arguments qui ont été développés déjà au cours de la soirée inaugurale qui s'est tenue à la Chambre de commerce. Et je suis heureux que M. Verdier ait utilisé cette catégorie grammaticale si particulière qui est celle du futur antérieur. Une forme plus populaire, celle de la sagesse populaire. J'avais employé cette formule lors de cette soirée inaugurale. Le futur du fleuve et sa source. Alors de quelle source parle-t-on aujourd'hui, donc quand il s'agit de la SEPR? Donc quel est l'écosystème lyonnais qui a pu rendre possible et la création, premier point, et je dirais aussi la pérennisation de cette institution. Il faut pouvoir s'étonner qu'elle ait tenu déjà 150 ans. Sur la création, il ne fait aucun doute qu'elle tient à la très forte empreinte saint-simonienne sur différents champs de l'activité lyonnaise et de son grand territoire. Vous les connaissez, donc je les rappelle très succinctement. Le champ économique, bien sûr, avec la fondation économique et financier, avec la fondation du Crédit Lyonnais. Le champ des transports, pas de ligne Paris-Lyon-Méditerranée sans le rôle d'Arlès Dufour, de ses collaborateurs et de Prosper Enfantin. C'est le champ de la mutualité, c'est le champ de la création des musées, musées coloniales, fort longtemps oubliés, mais aussi, j'y insiste, à l'initiative notamment d'un certain Nathalie Rondeau, une réflexion très profonde, très intéressante de 1859, à la demande de la Chambre de commerce, sur la nécessité de répondre à une attente qui dure depuis 60 ans, disent-ils, de la création à Lyon d'un musée d'art et d'industrie. Ni d'art ni d'industrie, et d'art et d'industrie, les modèles étant recherchés en Belgique, qui a déjà son musée d'industrie, et surtout en Angleterre, du côté du Southampton Museum de Londres, qui fait suite à la grande exposition de Londres, l'exposition internationale de 1851. Il manquerait à Lyon peut-être un des secteurs d'activité qui a marqué le saint-simonisme, c'est la presse. C'est à Édouard Charton qu'on doit l'invention de la première formule de presse didactique, illustrée et populaire. Donc Lyon ne s'est pas fait reconnaître dans ce domaine. Mais je relève cependant que
François-Barthélemy Arlès-Dufour, dont il va être question, a été un collaborateur du premier organe de presse ouvrier en Europe, l'Écho de la Fabrique. Ils ont été des grands promoteurs de presse, mais aussi donc participé très directement à cette initiative originale, regardée de l'Europe entière, qui est l'organe de presse ouvrier. Et puis, bien sûr, il y a le champ éducatif qui nous réunit aujourd'hui, création de l'école centrale, création de la SEPR, complétant les formations déjà assurées par ce qui s'est appelé l'école des sciences industrielles, l'école de la Martinière. Il s'agit donc pour les Saint-Simoniens de former ce qu'ils appellent, c'est leur vocabulaire, l'armée industrielle du futur. L'armée industrielle réclame ses troupes, elle réclame ses encadrants, ses officiers. L'école centrale servira donc à former les officiers, disent-ils, et les troupes, donc c'est plutôt la SEPR. Mais il s'agit d'entendre là ce qui se dit. Armée industrielle, le vocabulaire peut surprendre, choquer, étonner, mais l'emploi de ce vocabulaire, l'emploi de ces catégories relève d'une visée très profonde, qui est de substituer à la guerre traditionnelle, la guerre conventionnelle des armées, la concurrence et la compétition entre les nations, et donc de pacifier les relations entre nations par la compétition et la concurrence industrielle, se substituant au rapport guerrier qui avait prévalu jusque-là. Mais pas de création de la SEPR sans une personnalité hors du commun. Elle a été nommée tout à l'heure, François-Barthélemy Arlès-Dufour. On pourrait donc le présenter comme ce commissaire en soierie, ce notable fortuné, il y en a d'autres à Lyon, un parmi d'autres, un notable fortuné, commissaire en soierie parmi d'autres. En fait, il déroge totalement au canon de la sociabilité bourgeoise lyonnaise. Il est d'extraction modeste, il est autodidacte, et il est surtout le porteur de convictions très très fortes. Il n'est pas seulement l'ami d'un Saint-Simonien qui sera donné pendant longtemps comme un demi-fou, c'est Prosper Enfantin. Il est l'ami de Prosper Enfantin, il est le protecteur de Prosper Enfantin quand Enfantin revient d'Égypte, ayant essayé avec d'autres de tracer le futur canal de Suez. Ils en reviennent épuisés, ruinés, quand ils n'y sont pas morts. Et c'est donc Arlès-Dufour qui accueille chez lui, à Oulin, Prosper Enfantin de retour d'Égypte. Et c'est à lui qu'il confiera, entre autres, donc la mission de compléter les différents maillons de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée. Mais ce n'est pas simplement le protecteur, le philanthrope protecteur, c'est l'homme de conviction. Jusqu'à sa mort, François-Barthélemy Arlès-Dufour donc partagera les idéaux de celui dont il se reconnaît le disciple, donc Prosper Enfantin. Donc il se rattache jusqu'à sa mort, légataire universel qu'il est de Prosper Enfantin, à cette formule du socialisme que cette partie de la famille saint-simonienne avait développée. Donc la visée est connue, donc contribuer à l'amélioration du sort physique, moral, intellectuel de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. À chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres, et abolition de tous les privilèges sans exception. Voilà la formule saint-simonienne dont se réclame Arlès-Dufour. Sans oublier, j'y reviendrai, donc le moment religieux de la religiosité saint-simonienne est également cette conviction que partage avec Enfantin Arlès-Dufour. Donc c'est le représentant lyonnais le plus actif de cette partie de la famille saint-simonienne. Il y en a d'autres, il y a d'autres branches plus politiques que celle-là. Il va avoir comme visée d'assurer la suture dans une période de transition entre le déisme des philosophes des Lumières et une nouvelle religiosité qu'ils appellent de leur vœu le nouveau christianisme.
dont je donne une formule, la terre n'est plus le lieu de l'exil, elle est l'atelier de l'association universelle. Voilà les convictions que partagent ces Saint-Simoniens et que répand à Lyon un Arlès Dufour. La parole de Dieu se reconnaît à ses promesses de bonheur. La parole de Dieu se reconnaît à ses promesses de bonheur. Donc, Arlès Dufour est là, avec ces acteurs donc, de la famille saint-simonienne, qui assurent la suture entre le déisme des philosophes des Lumières, voire pour certains l'agnosticisme et un franc athéisme d'une partie des philosophes des Lumières, et une religiosité qu'ils entendent déployer, qui serait adaptée au temps nouveau industriel qui est le leur, qu'ils ont pour horizon de pensée. Il s'agit aussi, donc, de ce point de vue, d'assurer une suture, elle ne va pas de soi, entre les savoir-faire de la fabrique lyonnaise, l'âge de la grande fabrique, et les savoir-faire à venir, en cours de création, du moment industriel qu'ils appellent de leur vœu. Et la discontinuité est totale entre les savoir-faire des uns et les savoir-faire des autres, à certains égards. La très haute qualification requise par les chefs d'atelier, chez les chefs d'atelier lyonnais, travaillant sur des produits à très haute valeur ajoutée, et les différentes formes de division du travail qui vont apparaître dans le moment industriel. Ce qu'il y a de commun, cependant, entre ces deux moments, l'âge manufacturier qu'on est en train de quitter, et l'âge industriel dans lequel ils sont en train de rentrer, dans lequel ils veulent que l'on rentre, c'est un culte des savoir-faire, qu'ils soient ceux des âges mécaniques des temps anciens, l'âge de la manufacture qui est en train de s'éteindre en fait, et les savoir-faire que vont appeler les temps nouveaux, qui sont les temps de l'industrie. Ce qu'il y a de commun dans les deux cas, qu'on lise l'article art de Diderot ou qu'on lise les textes donc, des Saint-Simoniens des années 1830, 1860 et au-delà, c'est le culte de l'utilité. Non plus servir la gloire du prince, du monarque, de l'empereur, non plus servir, ce qui était le cas de la fabrique lyonnaise, les besoins de l'apparat aristocratique des sociétés aristocratiques du monde entier, mais l'utilité du plus grand nombre, pour le plus grand nombre, au profit du plus grand nombre. Maintenant, quelles sont les conditions de la pérennisation? Les conditions de la création. Les conditions de la pérennisation, elles tiennent au génie du lieu. Lyon a eu la chance, si je puis dire, de n'avoir d'université qu'à la fin du XIXe siècle. Donc Lyon a dû concentrer au fil des siècles tout son génie dans des savoir-faire qui étaient commerciaux, qui étaient financiers, qui ont été ceux de la manufacture, puis ceux de l'industrie. Le point commun entre la manufacture, la grande fabrique et l'industrie à venir, c'est la liaison entre chimie et mécanique, qui reste aujourd'hui une des conditions des pôles de compétitivité lyonnais notamment. Et enfin, j'en terminerai par là, il me semble que quelque chose en histoire longue se dit de cette propriété écologique du grand territoire lyonnais. Quelque chose se dit en histoire longue qui a trait au génie des fondateurs. Major Martin, La Martinière, école des sciences industrielles, est un aventurier faisant fortune en Inde. Arlès Dufour est cet autodidacte, donc fondateur à la fois du Crédit Lyonnais et de l'École centrale et de la SEPR. Et qu'en est-il 100 ans plus tard, 1957, à Lyon? Création d'une grande école d'ingénieurs, l'INSA, entendez donc l'adjectif, Institut national des sciences appliquées. Lyon n'a jamais construit ses savoir-faire que dans l'applicabilité. Qui est à l'origine de l'INSA? Un recteur, le recteur Capel, un philosophe, Gaston Berger, spécialiste de Husserl, mais aussi industriel, mais aussi haut fonctionnaire et inventeur pour la France, en tout cas, de la prospective. Voilà, on est dans la lignée lyonnaise de ces hommes de la frontière, mêlant les genres et donc se mettant au service de ce que souhaitait l'invention des humanités nouvelles.
Merci beaucoup. Je crois qu'on une belle intervention. On va continuer avec des dimensions historiques fortes avec Madame Alitine Dubois. Donc, Marina, si vous pouviez afficher la première carte, s'il vous plaît. Avant de commencer mon propos, qui va s'inscrire dans la continuité de ce que vient de dire Philippe Dujardin, on est dans une mouvance saint-simonienne. Je voulais remercier deux personnes, bien sûr, le cartographe André Cereza qui travaille à l'inventaire avec moi, ici à la région Rhône-Alpes. Et puis monsieur Pierre David, qui m'a vraiment aidé, qui travaille à qui a fait toute sa carrière à la ECPR et qui m'a aidé à faire la synthèse de cette carte parce qu'il avait une très très grande connaissance de tous les sites. Donc on est bien dans un contexte lyonnais avec un ancrage urbain qui est très visible dans cette carte. Donc ça, c'est la première carte qui a été faite pour l'ouvrage. Marina, maintenant, j'aimerais qu'on passe à la carte, à la Google Maps. Donc, la carte de localisation des sites d'enseignement de l'ASEPR de 1864 à 2005 nous donne des informations sur les principes de fonctionnement de cette structure. Elle met en évidence, bien sûr, la densité des sites qui sont dans le cœur même de la ville. Si vous pouvez un petit peu zoomer sur la ville. On a 339 sites qui sont bien sûr à Lyon, mais dans la région lyonnaise au sens large. Donc, la carte Google, elle a une répartition, je vais rentrer tout de suite dans le détail. Les couleurs sont de façon chronologique. Si tu descends la première file, parce que la carte, elle se présente en deux cartes, donc de 1864 à 1914, qui était une carte qui existait, qui avait été réalisée par la ECPR. Et nous, avec André Cereza, on a fait la deuxième partie de 1914 à 2005 pour avoir la globalité. Le 150e anniversaire a permis cela. Donc, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles aussi sur la page 2, tout en bas, comme on a été coupé. Donc, en attendant que tu ailles sur la page 2, je vais continuer. Donc, cette carte met en évidence la densité des sites dans le cœur même de la ville de Lyon. On peut déjà parler d'un fonctionnement en réseau, une organisation tout en mobilité des lieux et des hommes. En effet, les locaux sont prêtés, loués pour l'année, les professeurs sont tous engagés dans d'autres écoles, le conseil d'administration repose essentiellement sur le volontariat, et là on retrouvera tout le temps cette mouvance saint-simonienne très présente. C'est à partir de 1891 et 92 qu'une première construction qui va appartenir à la ECPR, ou qui ne sera plus en location, apparaîtra rue Le Royer et qui va annoncer les prémices d'un changement vers une installation stable qui ne verra le jour que 100 ans plus tard. Il faut noter que cette organisation de l'enseignement professionnel, en site éclaté, est en résonance avec la formation professionnelle au niveau national. Donc, au début, la ECPR est constituée de divers lieux d'enseignement dispersés dans toute l'agglomération lyonnaise. Donc, je l'ai déjà dit, 339 sites qui étaient mis à disposition par des organisations publiques, bâtiments scolaires. On a repéré essentiellement énormément de lycées, d'écoles primaires, de lieux publics, des mairies, mais également des usines. Donc, par exemple, Marina, si tu peux cliquer sur la ligne 262, toi, tu as des numéros là, entre parenthèses. Donc, 262, ça donnera un exemple de... Voilà. Hop, alors, là, on a... Voilà. Puis après, tu peux... Voilà. On clique sur la notice. Et puis, du coup, ça nous ramène tous les lieux de la ECPR qui se trouvaient à l'intérieur même d'anciens sites industriels réutilisés en école. Donc, voilà. Alors, sauf celle-ci. Donc, ça, c'est le site des années 30, hein, qui est vraiment la construction et le bâtiment de la grande école professionnelle, rue Amédée-Bonnet. Donc maintenant, on peut cliquer sur la fiche. Alors tu fermes et tu peux aller sur le numéro 307.
Donc là, j'ai réalisé ces petites fiches juste pour les usines. Voilà. Donc ça nous renvoie, donc ça a permis de mettre en lien à la fois les sites et là, surtout les sites industriels qui étaient occupés par les locaux de la SEPR. Donc là, on est sur une usine, une ancienne filature de rami qui est dans le 6e arrondissement et qui est devenue dans les années 80 une grande école de la SEPR dans laquelle on pouvait y trouver, par exemple, les formations pour les fleuristes, la photographie et d'autres. On pourrait demander à Pierre David qui est dans la salle, peut-être que lui se rappelle, il pourra plus développer. On peut aller aussi sur le numéro 314. Et là, on est sur le site, le dernier site de la SEPR, l'installation sur l'emplacement de l'ancienne usine Rochet-Schneider, rue Feuillard, rue Rochet, rue La Cassagne et cours Albert Thomas. Donc un immense site. Donc là où on retrouve toute la partie historique de ce site, très important pour la ville de Lyon, hein, et spatialement encore très important. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus, c'était pour vous montrer l'importance urbaine de tous ces sites, l'ancrage lyonnais, l'ancrage local, comme l'a fait remarquer M. Verdet et Philippe Dujardin. Donc, visuellement et spatialement, la carte montrait cela aussi d'un développement local très important avec des personnes qui ont vraiment joué le jeu, à la fois dans le prêt gratuit des lieux et puis les enseignants qui eux-mêmes bougeaient. Il y avait des circulations très importantes dans la ville. On ne s'en rend pas compte comme ça aujourd'hui, mais là, c'est un grand bond pour... le fait de tout regrouper, ça va changer aussi peut-être, je ne sais pas, un esprit, mais ça, Véronique Furlan pourra nous en parler plus longuement. Cette belle transition d'ailleurs. Je vais passer tout de suite la parole à Michel Veil, dont je n'ai pas précisé qu'il était membre du Conseil public, social et environnemental. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis effectivement conseiller économique et social, issu du collège syndical et je suis président de la commission, retenez votre souffle, orientation, éducation, formation, parcours professionnel. Voilà. Alors pour démarrer et pour faire le lien peut-être avec le propos à la fois de Jean-Jacques Kéran et le florilège introductif d'Éric Verdier, je voudrais l'enrichir en citant la phrase suivante. L'éducation coûte cher, point d'interrogation, essayez donc l'ignorance. C'est une phrase d'Abraham Lincoln, en toute modestie, que j'ai retrouvée dans Le Monde la semaine dernière. Voilà. Alors, pour faire le lien maintenant peut-être avec cet exposé historique de M. Dujardin qui m'a énormément appris et passionné, je voudrais peut-être commencer un petit peu par une provocation. Et dans la mesure où ce que je vais essayer de faire, c'est de m'interroger sur le fait de savoir si la source est suffisante aujourd'hui pour nourrir le fleuve de l'avenir ou pas. C'était une excellente introduction. Et j'aurais envie de dire que quand on regarde un petit peu globalement les caractéristiques socio-économiques de Lyon aujourd'hui, la première remarque générale qu'on a envie de faire, c'est de dire que finalement, la métropole lyonnaise ne se distingue pas fondamentalement dans ses caractéristiques socio-économiques qui vont influer sur l'orientation de la formation des autres grandes métropoles françaises ou européennes. Si on regarde par exemple le poids de l'emploi industriel, la moyenne française c'est 22%, Lyon c'est 26%, enfin la région Rhône-Alpes c'est 26%, mais bon, c'est pas très différent.
Si on regarde le taux de chômage structurel de Lyon et de la région Rhône-Alpes, il est inférieur de 1 point à la moyenne nationale. Mais tout ça veut dire que les problèmes qu'on a à résoudre à Lyon ne sont pas radicalement différents des autres. Ce qui frappe énormément quand on regarde la période récente, c'est quand même les extraordinaires bouleversements que Lyon a subis, qu'on pourrait qualifier d'un seul mot, c'est la désindustrialisation. Mais ce qu'il y a quand même de particulier à la région lyonnaise, et plus généralement à Rhône-Alpes, mais particulièrement à la région lyonnaise, c'est que ces bouleversements considérables ne se sont pas traduits par des drames économiques et sociaux comme en ont connu d'autres régions ou d'autres villes beaucoup plus proches, je pense en particulier à Saint-Étienne. Pensons par exemple que Rhône-Poulenc Textile comptait 7000 salariés il y a une quarantaine d'années. Ça a totalement disparu. Et, je pousse un tout petit peu, mais on ne s'en est presque pas aperçu. Alors, pourquoi Eh bien parce qu'il y a eu cet extraordinaire mouvement de tertiarisation, de montée des fonctions supérieures, de conception, de prestations intellectuelles, qui ont suppléé à cette désindustrialisation. Ceci étant dit, si on regarde, pour en rester sur l'économique, quels sont les problèmes que ça pose aujourd'hui en termes de besoins de qualification, on est dans un paradoxe. Le premier besoin, c'est d'être capable de fournir les qualifications de haut niveau que précisément ces nouvelles fonctions de conception de prestations intellectuelles exigent et qui ne sont plus comme avant que des fonctions managériales et d'encadrement. On citait les chefs d'atelier. Aujourd'hui, un cadre, une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, n'est pas encadrant. On a en France, ça c'est un autre mythe dont Éric Verdier aurait pu parler, de comparaison entre la France et l'Allemagne, on a le mythe du statut de cadre. Le mot n'est plus du tout adéquat à la réalité des choses. Donc, premier élément, donc être capable de fournir cela. Et deuxièmement, en même temps, sur les métiers traditionnels, beaucoup d'entreprises et de branches sont dans la difficulté de pourvoir des métiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers en tension. Donc, face à cet aspect économique, quel est l'aspect, j'allais dire, la dimension relative au public, que je qualifierais éventuellement de dimension sociale, mais comme je ne sais pas distinguer le social de l'économique, je n'emploierai pas ce vocabulaire. Eh bien, la réalité, c'est que la réalité des publics en difficulté, elle est la même à Lyon que dans beaucoup d'autres régions, et les enjeux qu'il y a pour arriver j'allais dire, à satisfaire à la fois cet objectif que mon voisin de droite a si bien rappelé, l'objectif saint-simonien, j'allais dire j'hésite à employer le terme de promotion sociale, je préférerais employer celui de non-exclusion, parce qu'aujourd'hui, on en est quand même beaucoup là. Et l'objectif économique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais très rapidement citer 6 enjeux, dont beaucoup ont déjà été évoqués. Je m'excuse auprès de vous de me répéter, mais c'est au moins la preuve qu'on est d'accord sur l'analyse. Alors, premier enjeu,
Alors, je prends un petit peu de champ par rapport aux questions de la SEPR. Hein. Volontairement, après, à ceux qui sont directement concernés d'en faire éventuellement leur miel pour réfléchir à l'évolution de la SEPR, mais ce n'est pas mon job à l'instant. Premier enjeu, l'acquisition des compétences premières. Principal obstacle à l'accès à l'emploi, d'où l'importance des stratégies qui ont déjà été évoquées par Éric Verdier notamment, du raccrochage scolaire et des alternatives au modèle scolaire traditionnel. Deuxième enjeu, donner une image réelle mais attirante des métiers, en amont et pendant la formation, de leurs conditions, de l'environnement de travail. Troisième enjeu, mettre en place les conditions d'environnement social, Jean-Jacques Kéran y a fait allusion, permettant au public en difficulté leur sécurisation dans le parcours de formation qualifiant. Et je citerai entre autres le programme qu'a développé la région de formation professionnelle vers l'emploi, qui marche sur deux pieds, la dimension sociale et la dimension professionnelle. Quatrième enjeu, l'adaptation des méthodes pédagogiques pour des publics en difficulté et qui leur permettent d'acquérir des qualifications nécessaires. Cinquième enjeu, sur lequel j'insisterai peut-être beaucoup, parce que ce qui m'a frappé, et c'est vrai que c'est assez classique, on a beaucoup parlé des savoirs, on a beaucoup parlé, peut-être encore plus, des savoir-faire, et je pense qu'aujourd'hui, la troisième dimension, celle des savoir-être, est au moins aussi importante que les deux autres, à la fois dans l'accès à l'emploi, mais aussi dans le fonctionnement de l'organisation des entreprises. Et j'insiste énormément là-dessus. Et enfin, sixième et dernier enjeu que je cite pour mémoire parce qu'il a déjà été largement évoqué, c'est la question de la proximité et du lien avec les entreprises. Merci beaucoup. La parole à Mme Furlong et nous expliquer comment la SEPR, en 6 minutes, a fait face à tous ces défis, pourquoi elle est allée donc, se rassembler l'ensemble de ses moyens sur un même campus, donc passer de la figure du réseau donc à celle, j'allais dire de la forteresse, non, de l'ensemble. À vous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Mon métier, c'est effectivement de diriger la SEPR et donc tous les matins, je me pose une question. J'essaie de ne manquer aucun matin. Toujours la même question. À quoi sert la SEPR ? Et bien entendu, l'intérêt, ce n'est pas que je me la pose à moi toute seule, mais que les réponses qui vont arriver sur cette question soient à peu près harmonieuses pour les différents acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de la SEPR, nos administrateurs au nombre de 24, nos équipes au nombre de 360, nos partenaires. Répondre à cette question, à quoi sert aujourd'hui la SEPR, et que tout le monde soit à peu près d'accord dans la durée sur ce sujet, eh bien ceci représente, mesdames et messieurs, en soi déjà un travail que nous faisons collectivement, et nous avons donc écrit, parce qu'il faut écrire les choses, nous avons écrit 4 phrases que je vais vous lire qui nous semblent résumer ce à quoi sert aujourd'hui la SEPR. Organiser la rencontre entre la demande économique et la demande sociale. Ayant entendu ce que vous avez entendu jusqu'à présent, vous comprenez que déjà sur cette seule phrase, cela occasionne beaucoup de discussions et de débats, et c'est normal et c'est même heureux, entre ceux qui considèrent que nous servons essentiellement à servir la demande économique, ceux qui considèrent que nous servons surtout à servir la demande sociale, ceux qui considèrent qu'on ne doit pas faire de distinction ou d'opposition entre les deux. Et d'ailleurs, ils ont tous raison, chacun de leur point de vue, la question n'est pas là. Mais ça donne, à travers cette seule phrase, une idée de ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les tensions, toutes les contradictions et parfois les injonctions paradoxales
qui vont être autour de nous, avec lesquels il faut qu'on compose et qui ne doivent bien sûr pas nous empêcher, surtout pas nous empêcher de déployer l'action opérationnelle. Alors ça, c'était la première chose. On sert à organiser la rencontre entre la demande économique et la demande sociale. Nous servons à donner aux jeunes et aux adolescents une formation professionnelle appropriée. On retrouve la question de l'utilité, qui a été évoquée plusieurs fois tout à l'heure. Favoriser l'intégration réussie des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle, et je devrais ajouter durablement, leur vie professionnelle demain matin et leur vie professionnelle pendant les 40 ou 45 ans qui vont suivre. Ça, c'est un tout petit enjeu. Et puis contribuer efficacement aux politiques de formation professionnelle de l'État, de la région, des branches professionnelles, qui elles-mêmes se définissent dans le cadre des ambitions européennes, puisque l'Europe a ici des compétences qui n'ont pas une force obligatoire, mais qui sont quand même très prégnantes et importantes. Et bien sûr, on doit toujours se souvenir que la SEPR n'a pas pour vocation de définir ces politiques-là, mais bien de les déployer. Et c'est pourquoi c'est de déploiement que je vais vous parler. Alors, comment fait-on pour essayer de répondre à ces grandes missions-là ? Et on peut passer peut-être la première diapositive. Eh bien, on fait comme n'importe quelle organisation, associative, entreprise ou tout ce que vous voudrez, qui doit faire un certain nombre de choses et qui dispose d'un certain nombre de moyens humains et matériels pour le faire. Et donc, on commence par définir, faire évoluer et faire partager, encore une fois, administrateurs, équipes, des politiques opérationnelles. Je ne suis pas là en train de vous tenir un discours stratégique, mais vraiment un discours de déploiement opérationnel qui serait plus facilement soutenable si je pouvais avoir la première diapositive. Mais elle va arriver. Donc sur cette première diapositive, vous verrez tout à l'heure une liste de politiques que nous avons travaillées avec les équipes de la SEPR et que nous avons formalisées. Les formaliser permet bien sûr aussi de les faire partager avec les équipes, de les discuter avec nos administrateurs et d'avoir un processus ordinaire de déploiement et de contrôle sur la façon dont on parvient plus ou moins bien, plus ou moins facilement à déployer ces politiques. Je vous en présenterai deux parmi la liste de façon un tout petit peu plus détaillée. Je vais vous en dresser rapidement un inventaire pendant que vous ne pouvez pas encore tout à fait les lire. Politique pédagogique, politique éducative, documentaire, politique de mobilité internationale, politique d'intégration des apprenants en situation de handicap, politique sociale au bénéfice des apprenants, politique partenariale, politique environnementale. On voit que dans ces 8 premières déclinaisons, on a travaillé, défini et écrit des politiques opérationnelles qui sont au bénéfice direct des apprenants que nous recevons. Et puis on a aussi écrit, en l'état actuel en tout cas de notre avancement, 3 politiques, politique de ressources humaines, de veille et politique économique, qui sont plus tournées en interne vers notre organisation et nos moyens et qui servent à soutenir, bien entendu, les 8 politiques premières qui, elles, sont directement au bénéfice des apprenants. Alors, j'évoquerai avec vous plus particulièrement 2 de ces politiques, et j'ai choisi la politique pédagogique et la politique éducative parce que c'est essentiellement à travers ces 2 axes-là, ces 2 outils-là, que l'on va travailler sur la question qui était évoquée par l'intervenant précédent, M. Veil, tout à l'heure, c'est-à-dire comment fait-on sur un plan vraiment pratico-pratique et concret pour essayer de se saisir de cette question des publics. Ce qu'on fait, considérant l'enjeu lié au public, donc plutôt la demande sociale et plutôt l'accompagnement des jeunes, non seulement dans une insertion la plus rapide possible, mais aussi dans une aisance à évoluer dans leur carrière professionnelle tout au long de la vie. Et puis, de l'autre côté, on se saisit des enjeux de l'économie avec l'expression des besoins et les besoins des entreprises qu'on a déjà évoqués tout à l'heure également. Notre politique pédagogique, nous l'avons donc écrite, en tout cas déclinée plutôt, comme vous le voyez, autour de 6 axes que je vous laisse lire sur la diapositive qui est présentée. Cette politique pédagogique, son enjeu, c'est bien de permettre
à chaque apprenant d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'exercice de sa profession. On a évoqué ces questions-là tout à l'heure et bien entendu, c'est notre cœur de métier. Et d'acquérir aussi une solide culture générale. Donner le goût d'apprendre, susciter la curiosité intellectuelle, ouvrir l'esprit de façon à ce que nos apprenants puissent s'aguerrir, j'allais dire, sur les questions de l'autonomie et puissent s'entraîner à réussir, parce que réussir, c'est quand même la chose la plus sympa qui peut nous arriver et c'est un point d'appui et un ressort important pour notre enrichissement personnel et le déploiement de nos activités, aussi bien personnelles que professionnelles. On le fait en adoptant une pédagogie de projet, puisque c'est à travers les pédagogies, ou c'est grâce en tout cas aux pédagogies de projet, qu'on va pouvoir prendre en compte et bénéficier au maximum de la diversité des publics. Vous savez qu'à la SEPR, nous avons un grand nombre de spécialités de formation et que donc nous sommes en cela assez différents de la plupart des centres de formation professionnelle qui sont nos confrères. On parlera tout à l'heure de la question des genres. On peut dire à la SEPR que grâce à la diversité des métiers que nous avons en tout cas quantitativement à peu près 50-50 filles, garçons dans les apprenants et d'ailleurs aussi à peu près 50-50 dans les membres du personnel, hommes-femmes. Et cela permet de déployer un certain nombre d'activités de façon tout à fait différente de certains de nos confrères qui ne sont pas dans ces situations-là. Si vous allez dans un centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment, l'environnement est essentiellement masculin. Et en termes de comportement au travail, de travail collaboratif, d'interaction en milieu professionnel, ça change énormément de choses. Donc, la pédagogie de projet, elle s'appuie, elle a les vertus que tout le monde lui connaît, et en particulier, ces vertus sont, je pense, démultipliées à la SEPR grâce à cette diversité des publics. J'ai donné l'exemple du genre, même chose si l'on considère la diversité des cultures professionnelles qui sont présentes à la SEPR. Mettre en place un projet pédagogique qui fait travailler ensemble des jeunes filles qui se forment en coiffure et des jeunes filles ou des jeunes garçons qui se forment comme géomètres topographes, ce sont des gens qui ne travaillent pas ensemble d'habitude. Ils peuvent se rencontrer quand les géomètres vont chez le coiffeur, à l'extrême limite, ou quand les coiffeuses ont besoin de faire une acquisition qui leur fait payer des honoraires à un géomètre. Sinon, on ne travaille pas ensemble. Or, il est très intéressant de développer des compétences quand on travaille avec des gens qui ont une autre culture professionnelle et un autre horizon. Donc, politique pédagogique que vous voyez ici. Politique éducative, dont je vous laisse prendre connaissance des axes sur la diapositive qui suit, et qui va, elle, essayer de travailler sur, j'allais dire, plus les ressorts généraux de la citoyenneté, et c'est là qu'on va croiser la fameuse problématique des savoir-être et de l'entraînement indispensable qu'on doit avoir pour être aussi efficace en entreprise en ayant travaillé sur cette dimension-là. Je passe rapidement, malheureusement, sur la politique éducative, car j'ai ici un petit billet qui me dit que je ne vais pas être dans le timing, pour aller sur un schéma qui représente l'organisation que nous mettons en place dans nos équipes pour agir, nous aussi, en tant que professionnels de la formation, selon finalement cette dynamique du projet. Et nous avons donc mis en place des cellules qui regroupent plusieurs membres de notre équipe et qui sont constituées autour de ces grandes problématiques. Une cellule éducation-citoyenneté, une cellule culture, une cellule handicap, etc. Vous en voyez l'inventaire ici, et qui vont porter et déployer opérationnellement avec les enseignants et les autres membres du personnel et les apprenants les grandes orientations que nous avons effleurées ou en tout cas un peu découvertes dans les deux diapositives précédentes sur ces deux axes politiques fondamentaux. J'ai évoqué ici très rapidement des problématiques et des questions d'organisation et de déploiement grâce aux équipes. Comment s'organise-t-on ? J'évoquerai rapidement aussi, grâce aux deux diapositives suivantes, la question de notre regroupement, comme on l'a vu sur le campus professionnel Rocher-Feuillat, avec une organisation qui est l'organisation du XXIe siècle, celle d'une nouvelle SEPR qui pour la première fois se trouve effectivement réunie sur un seul site, et compte tenu de la cartographie que vous avez vue tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une évolution et un changement tout à fait radical de ce point de vue-là.
L'autre chose également, c'est que nous ne sommes pas seuls sur ce campus. Nous avons constitué un consortium dont vous voyez les membres dans la partie supérieure de cette diapositive, et nous avons quelques voisins qui, s'ils ne sont pas signataires avec nous du consortium pour le moment, sont tout de même en partenariat, qui font que notre activité SEPR se trouve entremêlée et articulée avec l'action de 5 ou 6 autres centres de formation qui sont inscrits sur d'autres métiers, mais qui drainent également des volumes importants de jeunes, dans le même périmètre géographique, avec un ensemble de moyens mutualisés que nous mettons, des moyens matériels et aussi des moyens humains, que nous mettons pour l'instant un petit peu, et ça c'est un élément d'avenir important que nous mettrons beaucoup ensemble et en synergie, pour arriver à constituer un campus de formation professionnelle en cœur de Lyon, dont la vocation sera bien sûr ce que l'on a vu, c'est-à-dire faire chacun notre métier, mais aussi assurer un rayonnement de la région Rhône-Alpes sur la question de la formation professionnelle et assurer, on peut envoyer Marina à la diapositive suivante s'il vous plaît, sur les différents thèmes qui sont répertoriés ici, dont nous entendons nous saisir, assurer une promotion de la voie de formation professionnelle qui en a quand même toujours résolument besoin. On a réévoqué tout à l'heure la hiérarchie qui revient, c'est là, et elle revient au galop, qui revient dans la question des formations, et la formation professionnelle, elle est plutôt en bas de cette hiérarchie-là, donc il faut encore et toujours la promouvoir. Et ce campus que nous constituons avec nos confrères et voisins a aussi cette vocation de rayonnement et de promotion de la formation professionnelle. Merci de votre attention. Alors, je me tourne vers les organisateurs. Combien de temps on a pour cette table ronde encore? Parce qu'on a pris un certain retard. Et donc, c'est vous qui... 10 minutes? Ok. Parce que non, on va essayer de faire 2 exercices différents, 10 minutes. C'est d'une part, je vais poser quelques questions aux membres de la table ronde, et puis ensuite, on vous passera la parole. Alors, justement, très rapidement, au regard de ce qui nous a été dit, l'idéal initial très fortement mis en avant de promotion sociale des catégories ouvrières, donc quand même centré sur les personnes déjà, pour partie en tout cas, dans la vie active. Bon, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la SEPR se positionne vis-à-vis de ces enjeux de promotion sociale? Dans des termes d'aujourd'hui, de formation tout au long de la vie promotionnelle, comment le fait-elle? Et du point de vue de l'historien, justement, quel regard porte-t-il sur les évolutions actuelles, au regard donc des idéaux de départ? Une question aussi qui peut concerner les uns et les autres, plus ou moins, mais la question du décrochage qu'on a évoqué, qui a été évoqué notamment par Monsieur Veil. Qu'en est-il à la SEPR? Comment agissez-vous? Qu'est-ce que vous mettez en place comme dispositif? Et d'une manière générale, d'ailleurs, comment recrutez-vous les personnes? Parce qu'on sait qu'une des meilleures manières d'avoir peu de taux de décrochage, c'est de sélectionner drastiquement à l'entrée. Comme ça, on est sûr, à la sortie, de ne pas avoir beaucoup de problèmes. Bon, donc, comment faites-vous? Voilà. Comment jouez-vous sur recrutement ouvert et lutte contre le décrochage, ce qui est effectivement dans l'esprit initial de la SEPR? Et enfin, dernière question, effectivement, ce rassemblement sur un seul lieu, il sonne un peu comme une forme de rationalisation un peu différente de ce qu'on a entendu de la part de Mme Aliti-Dubois, où c'était plutôt un réseau capillaire qui utilisait l'existant, notamment des établissements de formation déjà existants. Ça m'a fait penser d'ailleurs aux UFA, spécifiques d'ailleurs à Rhône-Alpes au départ, où on installait des sections d'apprentis dans les lycées. C'est-à-dire on n'était pas dans le nouveau CFA, on utilisait l'existant. Il y avait un peu cet esprit-là. Et donc, j'en profite pour poser à M. Veil, est-ce que cette logique UFA, ça ne renvoie pas finalement à cet esprit capillaire qui était aux origines de la SEPR? Bref, j'aurais d'autres questions, mais je m'arrête là parce que j'aimerais bien que la salle puisse en poser quelques-unes. Donc, si vous pouvez réagir, c'est quelques interpellations, et puis ensuite, on en aura d'autres venant de la salle.
pour le regard de l'historien, découvrant en partie cette histoire depuis que j'ai été invité à être associé à cet ensemble commémoratif, je dirais en longue durée, ce qui me frappe, c'est la stabilité des choses. C'est-à-dire que Arlès Dufour et ses collaborateurs pleurent toutes les larmes de leur corps sur le retard de la France par rapport à l'Allemagne, sur le modèle anglais en matière d'articulation art, science, industrie. Ils se rendent à Londres, ils se rendent à Manchester pour voir ce qu'il en est des grands musées qui sont déjà en train de se constituer. Il n'y en a toujours pas à Lyon. Donc quelque chose d'un écart a été là, qui, à mes sciences, demeure. Enfin, le musée à venir des Confluences n'ayant pas vocation à pallier l'absence du grand musée des sciences et techniques dont Lyon devrait s'honorer. On n'arrive même pas à regrouper les musées de médecine qui pourraient faire la gloire de Lyon. On n'y parvient pas. Donc quelque chose est là, de remarquablement stable de ce point de vue, d'un écart, avec des transformations certes, mais d'un écart qui demeure. Deuxièmement, alors du point de vue des valeurs, j'y reviens, j'y insiste, je l'ai dit dans la soirée inaugurale, Lyon n'est pas la ville des Lumières au sens philosophique, mais c'est la ville de l'encyclopédie. C'est-à-dire la ville au sens où Diderot écrit l'article pivot de l'encyclopédie, l'article art, pour indifférencier artiste et artisan et donner la définition de l'artiste, le chimiste. Pour Diderot, le chimiste est l'artiste, c'est-à-dire qui transforme une matière en une autre matière. Le projet de Diderot, évidemment, est de faire basculer la hiérarchie des arts libéraux dominant les arts mécaniques au profit des arts mécaniques. Et je dirais, au regard de ce que j'ai entendu, que nous en sommes toujours là. C'est-à-dire que la France n'arrive pas à faire rééquilibrer le rapport entre les arts dits libéraux spéculatifs, qu'on laisse à la Sorbonne, au Collège de France et aux grandes écoles, et les arts utiles, qui sont les arts mécaniques. Donc quelque chose a formidablement bougé, évidemment, mais quelque chose, du point de vue historique, en très longue durée, est remarquablement stable. Sur votre question sur le rassemblement sur un site unique, si l'on regarde les éléments historiques, on s'aperçoit que nous avons commencé de premières étapes de rassemblement, ou en tout cas à ramasser nos forces sur un nombre de sites moins grand, lorsque nous avons éprouvé le besoin de posséder nos propres plateaux techniques. Tant que l'on pouvait travailler en ayant essentiellement des compétences humaines et en nous adaptant et en utilisant les locaux des autres, on avait cette fluidité et cette mobilité. À partir du moment où on a fait un certain nombre de choix qui nous ont conduits à posséder nos propres plateaux techniques, les choses dans cette situation-là deviennent assez différentes. En particulier, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, la SEPR s'inscrit très peu sur des formations tertiaires. Sur 3700 inscrits à l'effectif, il y a à peu près 250 qui relèvent des formations tertiaires. C'est-à-dire que toutes les autres formations font appel à des équipements techniques et parfois à des plateaux très lourds. Et quand on est dans cette situation-là, la dispersion géographique devient très rapidement suicidaire sur un plan économique. C'est aussi simple que ça. Deuxième chose, seul le rassemblement qu'on fait maintenant permet d'utiliser les ressorts que j'ai indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire faire voisiner des cultures professionnelles très différentes avec toutes les vertus qui sont attachées à cette situation. Et pour évoquer très rapidement votre question, ou réagir très rapidement à votre question sur qu'en est-il de la promotion sociale et de la formation tout au long de la vie aujourd'hui à la SEPR, aujourd'hui 85% de notre activité consiste effectivement en la formation initiale des jeunes, avec le lycée professionnel et les 2 CFA. On conserve une activité de formation professionnelle continue destinée à d'autres publics qui est relativement marginale. On essaie de la consolider surtout lorsque nous avons encore une fois des plateaux techniques très spécifiques, donc plutôt avec ces métiers et ces professions-là. Et nous laissons le champ à un certain nombre de confrères sur des questions plus généralistes. Si nous sommes sortis à l'époque assez largement de ce secteur d'activité et de ce que d'ailleurs je vais plutôt appeler ce marché, c'est aussi pour des raisons économiques. Quand on fonctionne à 4 € de l'heure
la formation et qu'on est comme la SEPR inscrit sur des formations à plateau technique lourd, où il est bien entendu qu'on est extrêmement loin du coût quand on est à 4 € de l'heure, ben on arrête à un moment de faire les choses. Voilà, c'est aussi simple là aussi que cela. Merci. Et ça, c'est le témoignage de l'emprise des instruments publics, hein, puisque c'est des règles publiques qui viennent peser sur les pratiques. Madame Alitum, vous vouliez apporter des précisions, et Monsieur Veil aussi. Non, peut-être pas des précisions, mais ce qui se passe à Lyon, c'est en résonance avec la formation professionnelle au niveau national. Donc c'est vrai que ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait, par exemple, une autre région, l'Alsace par exemple, où je sais que la formation professionnelle était très importante, pour comparer, mais il y avait le système aussi de sites éclatés. Hein. Donc voilà, donc c'était quelque chose qui se faisait aussi au niveau national. Oui, un petit mot sur la question de la capillarité. Bon, sur l'aspect tout à fait concret que vous évoquiez des UFA, mon sentiment, je n'ai pas de statistiques précises, mais que les choses patinent quand même très largement. Il me semble pour deux raisons. La même raison qu'a évoquée Madame pour la SEPR, c'est-à-dire la raison économique. Et l'autre, c'est, me semble-t-il, des problèmes beaucoup plus culturels, hein, de cette opposition que je ne vois pas diminuer entre la logique de formation en alternance et les tenants des formations générales avec l'argumentation de l'augmentation des niveaux de qualification. Alors, juste un petit mot, parce que ce terme de capillaire, de capillarité, on peut l'entendre dans plusieurs sens. Parce que ça peut être des capillarités entre domaines, ça peut être des capillarités entre niveaux, ça peut être des capillarités en termes de mode pédagogique, hein, entre apprentissage et modèle scolaire classique. Ce qu'on sait en tout cas, et on a fait un travail là-dessus au Césaire, c'est que, pour reprendre un grand mot, les écosystèmes d'innovation, c'est ceux qui arrivent, pour reprendre l'expression de métissage, c'est ceux qui arrivent le mieux à opérer ces métissages. Et j'aurais envie de dire métissage sur toutes ces dimensions-là. Voilà, c'est la question qui est posée aux différents parties du puzzle du système éducatif, c'est comment arriver à faire progresser ce métissage. Je crois qu'on a le temps de prendre quelques questions de la salle. Je sais que ce n'est pas évident vu la distance. Mais vous avez un micro devant vous, donc c'est techniquement facile. J'aurais voulu rebondir sur l'organisation saint-cyprienne de l'armée industrielle, c'est-à-dire une répartition des activités entre l'école centrale, la maternelle et la SEPR. J'ai bien l'impression que cette division est encore prégnante aujourd'hui. Je ne suis pas présenté, excusez-moi, je m'occupe des parents d'élèves de la SEPR. Et mon expérience de 3 ans de parents à la SEPR me laisse dans cette interrogation que j'ai pu encore illustrer ou vérifier dans l'exposition sur la mode pendant l'occupation, où il y a un panneau qui explique comment fonctionnait donc ce secteur industriel et indique clairement que les cadres moyens étaient formés à la SEPR et les ouvrières étaient formés à la Martinière et les ouvrières étaient formées à la SEPR. Et j'ai bien le sentiment que l'expérience ou les sentiments qu'on est encore dans cette pesanteur historique. Merci pour cette question qui fait d'ailleurs un peu une transition avec la table ronde suivante. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce point. Peut-être répondre à cette question. Oui. Noël Thérault, j'ai participé au livre donc, sur la SEPR quant à l'évolution de la SEPR dans la dernière période. Et bien entendu, je confirme ce que disait Mme Furlan concernant la
lente, pas disparition, mais enfin, le fait que la formation continue et la promotion sociale, qui avait une importance considérable à la SEPR certains temps, ne l'a plus aujourd'hui. Et j'y vois pour ma part deux raisons. Une raison que vous avez évoquée, bien entendu, sur les coûts, sur le financement. Et je dois dire aussi qu'il y a eu dans la politique régionale de la région Rhône-Alpes un changement assez considérable à travers ce que je dirais l'abandon d'une politique de promotion sociale qui s'était maintenue jusqu'au début des années 2000 et qui a disparu quasiment aujourd'hui. Et donc, l'ensemble des organismes qui, en matière de formation continue, travaillaient sur les activités de promotion sociale, ont vu leurs activités décroître. Par contre, on peut quand même s'interroger, en ce qui concerne la SEPR, sur le fait que, malgré toute cette tradition de rapprochement avec les industries, avec les entrepreneurs, il n'y ait pas autant de rapports qui permettent un développement de la formation continue, alors même que vous avez un potentiel existant en matière de formation professionnelle initiale qui pourrait largement se développer. Et je voudrais faire de cette question ou de complément, je voudrais faire dire combien j'ai été intéressé par l'évolution, par la présentation historique. Il se trouve que je travaille actuellement à Grenoble sur l'évolution des rapports entreprise-éducation depuis la fin de l'autre siècle, en fait depuis les années 1890. Et alors, ce que je constate à travers ce qui a été dit, il serait intéressant de faire une étude comparative. À Grenoble, ici, vous avez dit, Jourdain, combien les savoirs techniques nés de la soierie, l'industrie de la soierie, avaient eu leur importance dans le développement ultérieur. À Grenoble, on a eu pendant tout un siècle, ou presque un siècle, une activité sur le gant de luxe qui a fait qu'on avait des éléments comparables, on avait des savoirs techniques, un développement international, un développement technologique assez comparable à cela. Mais le développement, le rapprochement, et donc le développement grenoblois s'est appuyé sur cela, puisque cette industrie a totalement disparu au début dans les années 1920-1930. Mais par contre, le démarrage grenoblois se fait en matière de rapprochement entreprise, éducation, c'est fait plus tard, c'est fait dans les années 1890 autour de l'énergie électrique et a connu donc des péripéties et une évolution très différente qui serait peut-être intéressant de pouvoir comparer plus longuement. Merci, des vastes questions. On va revenir d'ailleurs dans la table ronde numéro 4 sur les mutations économiques et technologiques, mais peut-être il y a eu des interpellations quand même, donc quelques premières réactions. Juste un petit mot sur la question de la hiérarchie. C'est très clair, hein, c'est une caractéristique globale de la société française qui, là encore, une fois de plus, les sépare de la culture allemande. J'allais dire, et les discours, y compris tenus par les uns et par les autres aujourd'hui, en témoignent encore. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'opposition duale, par exemple, entre formation supérieure et les autres. Alors que je plaide personnellement pour le fait de dire il faut au moins, si on veut analyser les choses, faire 3 paquets et non pas 2. On ne peut pas considérer que les formations de niveau 4 ou de niveau 3 sont les amalgamer avec les formations de bac plus 5 ou de bac plus 6.
ça n'a aucun sens. Et en particulier, le tableau que vous avez présenté, Éric Verdier, sur l'apprentissage et l'évolution de l'apprentissage était parfaitement parlant. Et on a le même débat dans cette salle quand on parle des schémas régionaux de formation professionnelle. On raisonne toujours de manière duale, ce qui est complètement faux. Et du coup, on oublie de se poser la question, alors de ce qu'on appelle bac-3, bac+3, ou de bac-2, bac+2, qui est le cœur de l'enjeu, autant du point de vue des publics que des qualifications. Donc moi, je plaide pour qu'on arrête cette schizophrénie et qu'on complexifie un petit peu nos raisonnements et du coup nos systèmes. Pour aller dans votre sens, je pense que les institutions qui sont chargées de réguler les activités de formation professionnelle et qui sont chargées de dire qui va faire quoi, donc avec le système contractuel qu'on a déjà décrit tout à l'heure et un mode de décision où la région et les rectorats sont les deux instances qui vont finalement décider les choses, qui parmi les organismes de formation fait quoi, eh bien, il y a des questions qui se posent et qui sont, selon la façon dont on y répond, on va plus ou moins aller dans un sens de consolidation de ces hiérarchies ou au contraire de meilleure porosité. Je prends juste un tout petit exemple qui est celui aujourd'hui de l'ouverture des licences professionnelles en apprentissage. De deux choses l'une, soit on considère que les centres de formation d'apprentis qui sont capables de former des apprentis niveau 5, niveau 4, niveau 3, donc déjà dans le supérieur en BTS, sont également capables de les former en licence professionnelle et on leur confie la mission de déployer avec les propriétaires des titres ces activités-là, qui sont un élément important de la poursuite d'études et donc d'une forme de promotion sociale des jeunes qui démarrent éventuellement par le CAP ou par le bac professionnel, soit on leur confie ça et on a une petite chance de faire évoluer un petit peu la question de la hiérarchie que vous posiez, soit on confie ces licences professionnelles à un appareil spécifique au motif qu'il serait mieux placé dans la dite hiérarchie pour s'en saisir. Il y a un débat, parfois assez violent, sur ce sujet-là, dans notre région et dans d'autres. Et selon la façon dont les décideurs vont décider sur des sujets comme ça, eh bien, on cristallisera davantage encore ces hiérarchies ou on essaiera de les faire évoluer. Merci, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, malheureusement, pour cette première table ronde, mais il y a des questions qui vont rebondir lors des suivantes. Je ne sais pas s'il y a une pause, si on enchaîne direct.